Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Donc mon objectif, ça va être un peu de vous illustrer ces recommandations par un peu des cas pratiques, voir un peu en pratique comment on gère le coroscanner. Donc vous savez, la coronaropathie, c'est la première cause quand même de morbidité et de mortalité dans les pays occidentaux, et on l'a décrit en deux parties. D'abord les coronaropathies stables, c'est l'angor d'effort typique, et les coronaropathies instables, c'est l'urgence, c'est-à-dire c'est le syndrome coronarien aigu. La coronarographie reste l'examen de référence pour l'analyse des coronaires, mais c'est un examen qui est coûteux et surtout invasif. Le coroscanner, il a trouvé sa place, en particulier pour son caractère non invasif, qui est quand même relativement facilement réalisable, et surtout, comme je viens de vous le démontrer, par une valeur prédictive négative qui est excellente. C'est-à-dire que si on a un coroscanner sans sténose à plus de 50%, vous allez pouvoir affirmer, vous allez pouvoir exclure l'origine coronarienne aux douleurs thoraciques de votre patient. Dans le cadre de la douleur thoracique aiguë, vous voyez, on repose sur ça. Un patient qui vient avec des modifications ECG typiques d'infarctus, un sus décalage du segment ST ou des modifications de la troponine, l'urgence c'est de le revasculariser. Il ne faut pas qu'il passe par la case coroscanner. On l'envoie directement à la coronarographie. A l'inverse, si vous avez un patient qui effectivement est peu probable d'avoir un syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire que l'ECG est normal ou difficilement interprétable ou avec des anomalies mineures et qu'il n'y a pas de modification des marqueurs sanguins biologiques, dans ce cas-là, si effectivement vous estimez que votre patient est à faible risque de coronaropathie, on l'envoie au coroscanner pour exclure la maladie coronaire. A l'inverse, si vous pensez que votre patient a quand même une probabilité non négligeable d'être coronarien, qu'on a des risques à plus de 50%, on va soit faire une coronarographie d'emblée, soit éventuellement discuter le coroscanner en deuxième intention. L'objectif, c'est ça. Vous voyez un patient qui a 42 ans, sans facteur de risque cardiovasculaire, qui se présente aux urgences avec une douleur thoracique qui évolue depuis plus de 7 heures, sans modification ECG ou troponine. Vous avez un coroscanner avec là des coronaires qui sont parfaitement normales, il n'y a aucune plaque, aucune sténose. C'est extrêmement facile d'exclure l'origine coronarienne ou douleur thoracique du patient. Et tout l'objectif, c'est de réduire son durée de surveillance aux urgences. Vous avez une douleur de plus de 3 heures, vous n'avez pas de modification biologique. On a un coroscanner qui exclut une sténose significative. Le patient n'est pas en train de faire un syndrome coronarien aigu et on va pouvoir essayer de limiter sa durée de surveillance aux urgences. De même, même si vous allez mettre en évidence sur le coroscanner quelques plaques, vous voyez, il a un remodelage positif. On a quelques plaques d'athérome calcifiées ici, il n'a pas un coroscanner normal, mais on a des artères sans sténose de plus de 50%. Dans ce cas-là, même chez ce patient-là, cette douleur de plus de 5 heures, pas de modification de CG ou troponine, un coroscanner qui exclut une sténose de plus de 50%, on est dans le même cas, on exclut une origine coronarienne aux douleurs thoraciques de votre patient. Et ce qu'on va rechercher, c'est exactement ce qu'on montre dans ce cas-là. Cette patiente de 49 ans qui était tabagique avec des douleurs thoraciques qui évoluent depuis 8 heures, elle a des petites anomalies ECG mineures et le coroscanner va révéler une sténose, vous voyez ici serrée, qui a plus de 70% de réduction de diamètre sur l'IVA1. Et c'est ça qu'il va falloir aller compléter rapidement par une coronarographie pour prouver le degré de sténose et surtout revasculariser le patient. Il ne faut pas oublier que le coroscanner, il n'y a pas que les coronaires, ça reste quand même un scanner cardiaque et thoracique, et qu'il n'y a pas que le cœur qui fait mal. Et tout l'intérêt, c'est aussi de ne pas passer à côté avec d'autres diagnostics graves de douleurs thoraciques que la dissection, la péricardite, l'embolie pulmonaire ou la pneumopathie qui peuvent aussi être dépistés par le scanner. Dans le cadre de la prise en charge de la douleur thoracique chronique, on a du temps, on n'est plus dans l'urgence. C'est des patients qui prennent rendez-vous, qui viennent pour faire leur coroscanner. Et tout repose, comme on vous l'a montré, c'est un examen qui est extrêmement sensible. On a une valeur prédictive négative qui est excellente pour exclure. C'est un examen qui est très facilement réalisable et surtout qui est rapide. Vous voyez, ça prend 15-20 minutes maximum un coroscanner. C'est pas comme par exemple une scintigraphie qui vous prend 3 heures. C'est une demi-journée qui est prise pour une scintigraphie. A l'inverse, il pêche un petit peu par une spécificité qui est moindre que d'autres examens et je vais vous le montrer pourquoi, comment on peut le rattraper. Vous voyez, cette patiente, 40 ans, tabagique, qui avait des douleurs thoraciques à l'effort, un ECG normal. On est dans le même cas, on va mettre en évidence, vous voyez, une sténose qui est dite serrée. On a une plaque molle avec une nette réduction de calibre, une sténose qui a plus de 70% de l'IVA1. Dans ce cas-là, le coroscanner est quasiment certain. On peut aller envoyer directement notre patiente en coronarographie pour objectiver la sténose et surtout la traiter. Autre cas, oui, une patiente de 51 ans, tabagique actif et hypercholestérolémique, on commence déjà à avoir quelques facteurs de risque, qui a des douleurs atypiques à l'effort, un ECG normal. On l'avait fait une épreuve d'effort qui a été sous-optimale, elle n'a pas réussi à pédaler jusqu'à sa fréquence cardiaque théorique maximale. Et on l'a envoyé au coroscanner. Et le coroscanner, oui, ce rétrécissement, on a vraiment une sténose ostiale du tronc coronaire. Si on fait des mesures de diamètre, on est à plus de 50%, donc c'est une sténose qui est dite significative pour un tronc commun. Et là, on a le temps, donc on va la compléter par un test fonctionnel pour essayer de prouver qu'il y a un retentissement hémodynamique de cette sténose, qu'elle entraîne une hypoperfusion d'aval. On l'a dressé, on lui fait une IROM de stress,
Et vous voyez, donc sous dipéridamol, c'est-à-dire que c'est la persentine, l'objectif c'est de vasodilater les territoires sains. Donc on va augmenter le débit dans les territoires sains, et les endroits où il y a une sténose coronaire ne seront pas dilatés, donc on va objectiver une différence de prise de contraste de la paroi, hop, si je peux le remettre, entre les territoires sains et les territoires hypoperfusés, hop, tchac, voilà. Et vous allez mettre en évidence, vous allez le voir, cette hypoperfusion sous-endocardique, vous voyez ce petit liseré noirâtre qui apparaît effectivement dans le territoire septal, antérieur et latéral. Il n'y a que le territoire inférieur qui a un rehaussement normal. Et finalement, au temps tardif, on ne voit pas d'infarctus, ce qui prouve bien qu'on a bien une hypoperfusion en aval de cette sténose, et après on a confirmé en coronarographie, vous voyez, cette sténose céréostiale du tronc commun qui a été pontée. Toute la difficulté du coroscanner, c'est ces patients-ci. C'est des patients de 40 ans, tabagiques. Surtout, on va mettre en évidence au coroscanner un réseau qui est massivement calcifié. Toutes ces calcifications, c'est ce qui va nous gêner, qui peuvent malheureusement un peu nous amplifier les sténoses. Vous voyez ici, on ne voit pas très bien la coronaire. Est-ce qu'il y a vraiment une sténose significative ou pas? C'est le côté où on est relativement gêné. Donc c'est là où malheureusement, on rend des coroscanners qui peuvent être parfois un peu douteux, ce qui nous fait un peu pécher en spécificité. On a tendance toujours à un peu majorer les sténoses par rapport au degré de sténose qu'elles sont réellement. Et c'est dans ce cas-là où on complète par un test fonctionnel comme précédemment pour confirmer le retentissement hémodynamique. Là, vous voyez, cette patiente ne l'a pas eu. Les cardiologues ont fait d'emblée une coronarographie. Et on voit, nous, on a l'impression que c'est sténosé. Et pourtant, sur la coronarographie, vous voyez, vous avez un réseau parfaitement lisse. C'est ça, malheureusement, le reproche un peu du coroscanner, qu'on a tendance un peu à majorer les sténoses. Comment on peut améliorer ça? C'est les évolutions actuelles et futures, en particulier sur le scanner de perfusion. Le scanner de perfusion, c'est un examen qui va nécessiter une double acquisition. On va d'abord faire un coroscanner normal pour voir le réseau coronaire. Si votre réseau coronaire est normal, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre en évidence de sténose serrée, ça s'arrête. On a répondu à la question. Si à l'inverse, on met en évidence une sténose dite intermédiaire, par exemple entre 50 et 70%, tout l'intérêt va être de savoir est-ce qu'il y a un retentissement hémodynamique de cette sténose? Est-ce que c'est cette sténose qui entraîne une hypoperfusion d'aval et qui peut être responsable des sténoses du patient? On le fait, va se faire comment? Ça a été un peu développé par les évolutions technologiques, en particulier par les scanners à large détecteur, qui a permis ça, de faire des acquisitions répétées après injection de produits de contraste sur le cœur, et on va voir le produit de contraste arriver et le rehaussement progressif de la paroi. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir si tous les secteurs myocardiques ont un rehaussement homogène. En aval d'une sténose, vous allez avoir une hypoperfusion, donc une prise de contraste, qui va être moindre. Un exemple ici, vous avez une sténose... Vous avez une sténose ici de l'IVA1, on a une sténose qui est intermédiaire, on n'a pas une sténose plus de 70%, on est entre 50 et 70, et l'objectif va être d'évaluer le retentissement. Et lorsqu'on fait un scanner de perfusion, vous allez voir effectivement ici, oui, vous avez une hypoperfusion du territoire septal ici et antérieur, qui est beaucoup moins rehaussé que le reste des territoires des autres coronaires, qui prouve bien qu'en aval de cette sténose, on a une hypoperfusion et donc un retentissement hémodynamique. Ça nous permet de coupler l'imagerie morphologique, anatomique du coroscanner à une imagerie fonctionnelle. Ce qu'on attend ensuite derrière, c'est ça. Ça, c'est l'imagerie spectrale qui risque de nous permettre ça. Ça, c'est un peu dans le futur. C'est d'essayer de caractériser la plaque, d'essayer de définir quelle est la plaque à risque. Quelle plaque va être à risque de se rompre? En particulier, donc c'est une imagerie qui est en double énergie et qui va nous permettre de voir les différents composants morphologiques qu'il y a de la plaque, d'essayer de voir la composante fibreuse qui est ce qui est en rose, la composante lipidique qui est finalement le noyau à risque qui est en jaune, et la charge calcique qui est en bleu. Et ici, vous voyez dans cette plaque ici, on a un noyau lipidique qui vient à proximité de la lumière sanguine. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une plaque à risque, qui est le risque de rupture du noyau lipidique et de fabriquer le thrombus dans la paroi et l'occlusion de la coronaire. Donc, tout l'objectif à terme, c'est d'essayer de déterminer quelles sont les plaques qui sont à risque ou pas de rupture et d'accident coronaire. En conclusion, le coroscanner, c'est vraiment un excellent examen sous réserve qu'on a des patients sélectionnés. C'est-à-dire qu'on va plutôt l'adresser à des patients qui sont dits à risque faible ou modéré de maladie coronaire. De par son excellente valeur prédictive négative, si vous avez un coroscanner qui ne vous montre pas de sténose à plus de 50%, vous excluez l'origine coronaire ou douleur du patient. En urgence, l'intérêt, c'est de raccourcir sa durée de surveillance aux urgences. Et en chronique, c'est de s'orienter plutôt vers d'autres étiologies. Le scanner de perfusion, qui est un examen actuel, a tout son intérêt pour augmenter la spécificité du coroscanner, qui va nous permettre de coupler le fonctionnel au morphologique. Le scanner de plaque, c'est plus le futur, c'est de déterminer la plaque à risque, c'est-à-dire quelle est celle qui vraiment a un risque de rupture. Ouais, bravo, c'est exactement ça. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais
On voit bien dans ce que vous avez montré, me semble-t-il, en étant peu spécialiste, mais c'est les associations de techniques qui permettent effectivement les évolutions. Mais sur la dernière partie, parce que je n'avais pas entendu, enfin j'en avais entendu parler vaguement, mais sur ce que vous appelez le scanner de plaques, sur le plan, je sais pas, physico-chimique, comment on arrive à comprendre qu'une plaque peut faire un thrombus et d'autres ne peuvent pas le faire? Alors c'est un problème essentiel parce qu'effectivement, l'infarctus du sujet jeune, il arrive chez quelqu'un qui n'a pas de rétrécissement des artères coronaires, donc il ne peut pas être détecté par des tests qui recherchent le rétrécissement, donc les tests d'imagerie fonctionnelle, l'échographie par exemple, tout comme l'IRM de stress, ou même en faisant pédaler quelqu'un en faisant une épreuve de stress. Donc c'est important de rechercher ces plaques. Ces plaques, elles ont une définition histologique qui est connue. Elles ont un gros amas graisseux, elles ont une chape qui est très fine, qui peut se rompre, un caractère très excentré, et on cherche en imagerie de voir ces mêmes caractéristiques. Alors c'est possible en échographie endovasculaire, mais c'est invasif, il faut mettre un petit cathéter dans les artères coronaires. Là, on arrive à retrouver ces critères et on essaie de les retrouver en imagerie scanner et IRM. Alors c'est possible en imagerie IRM dans les carotides, par exemple, au niveau des carotides où on a des antennes qui sont très près des artères qui sont dans le cou, où on arrive à approcher la caractérisation de la plaque. Actuellement, pour les artères coronaires, on n'est pas suffisamment performant pour affirmer qu'une plaque est à risque, mais avec les développements technologiques dont a parlé François, en particulier l'imagerie spectrale qui permet de détecter les cœurs lipidiques, avec l'amélioration de la résolution temporelle et la résolution spatiale pour voir des chappes fibreuses qui feraient moins de 75 microns, donc il faut avoir une très bonne résolution spatiale. On espère avancer beaucoup dans ce domaine. Je peux poser une seule question. Il y a un moment où les cardiologues revendiquaient un peu l'interprétation des coroscans. On en est où maintenant, ça, sur le Languedoc-Roussillon et en France? C'était ma question aussi. Qui a la main finalement dans un... C'est le radiologue. Alors, là ou c'est le cardiologue? Il y a une définition qu'a rappelé Jean-Paul en tout début d'examen, c'est-à-dire que le radiologue qui fait un acte, il est déjà responsable de l'indication. Est-ce que ce patient s'est indiqué? Et si je fais un coroscanner à quelqu'un qui devrait avoir une coronarographie parce qu'il a 90 ans, des douleurs thoraciques et qu'il est à risque élevé, eh bien j'ai tort. Donc je dois être responsable de mon indication, ça c'est clair, en tant que radiologue, même si c'est le cardiologue qui m'envoie ou le médecin généraliste. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je suis responsable de l'image que je vais rendre, donc de la qualité de l'image. Et à ce titre-là, il faut que l'examen soit interprétable ou pas. Et ensuite, je dois faire un commentaire et je dois orienter le patient après vers le cardiologue. L'interprétation de l'image, elle est radiologique. Après, que faut-il faire ? Ce patient, il a une sténose à 50%. Est-ce qu'il faut l'hospitaliser? Est-ce qu'il faut lui faire une dilatation, une aspiration? Est-ce qu'il faut lui faire un pontage? Ça, c'est le problème du cardiologue. Donc là, il faut vraiment travailler en collaboration avec eux et avoir des filières de soins actives. Et chaque fois qu'on a un patient, et c'est le cas, je sais, par exemple, à la clinique du Millénaire, que l'on voit qu'il y a une sténose qui est très serrée, avoir quelqu'un à joindre en lui disant, voilà, ce patient, on a détecté par un seuil un risque élevé et c'est à vous de le prendre en charge. Et ça, c'est la collaboration efficace et c'est celle qui est préconisée par les recommandations de la Société française de radiologie et de cardiologie qui ont été publiées il y a déjà quelques années et c'est selon ce mode de fonctionnement que nous devons opérer. On resterait plus longtemps, mais c'est pas possible. Alors, on vous applaudit encore. Merci.